Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'Hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et puis permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2009 au nom de toute l'équipe de cette émission. Une année que nous allons commencer un peu comme on a terminé avec Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Dites ça avec un peu plus de joie tout de même quand même. Joie et bonheur de vous retrouver. Oh, vous avez tous mes vœux quand même. Oui, bien je dis bien quand même. Hein. Oui, quand même. Et Éric Zemmour du Figaro est avec nous aussi. Bonjour. Vous avez le teint allé de celui qui a encore les moyens de se payer les vacances. Absolument. Voilà. Absolument. La banlieue du monde. La banlieue du monde, dit-il. Allez, on ne cache pas, il était dans un dôme, quelque part, qu'on appelle un département français d'Amérique. Voilà, en France. Je reste en France, dit-il. Voilà. Nadir Djenad, bonjour. Bonjour, bonne année. Se porte bien. Très bien. Bonne année à vous. Merci. Et puis le dernier, mais non le moindre, le directeur de François, Wallace Cotra. Bonjour. Hey, bonjour Wallace. Alors mesdames, ne vous inquiétez pas, votre sexe symbole Francis Laloupeau sera là la semaine prochaine. Il est en reportage. On le reverra dès samedi prochain. Alors vous avez une adresse à laquelle vous pouvez nous adresser vos remarques, surtout pour Dominique Volton si vous avez des remarques à lui faire. hebdofrançois@rfo.fr. Ça doit s'afficher sur l'écran, je crois. Oui. hebdofrançois@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, le Proche-Orient, où l'année a commencé par la guerre entre le Hamas et Israël, l'examen parlementaire du travail dominical qui vient d'être repoussé et enfin la disparition programmée du juge d'instruction. Mais tout d'abord, Gaza. Presque 800 morts et plus de 3000 blessés palestiniens. Voilà un bilan provisoire de l'offensive israélienne dans la ville de Gaza. On a la triste impression que l'histoire se répète. Ce n'est pas la première fois et l'on a peine à imaginer une issue positive et pacifique rapide dans cette région. Alors moi, je me tourne vers Nadir Djenad un peu pour lui dire, cette offensive-là, est-ce qu'elle était évitable ? Alors il y a un contexte qui fait que ce conflit était malheureusement inévitable. Le Hamas prend le pouvoir en juin 2007 dans la bande de Gaza. Quelques mois après, Israël déclare la bande de Gaza entité hostile et annonce des sanctions économiques contre Gaza à la suite de tirs de roquettes du Hamas. Depuis 2 ans, la bande de Gaza vit sous le rythme d'un blocus qui a entraîné progressivement la dégradation de la situation économique et sociale et humanitaire. La Banque mondiale et l'ONU n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis 2 ans. Juste deux chiffres pour montrer un petit peu le contexte. 80% de la population de Gaza, selon la Banque mondiale, vit sans emploi et vit au-dessous du seuil de pauvreté avec environ $2 par jour et par habitant. Une véritable cocotte minute. Hein. De plus, le taux de mortalité infantile dans la bande de Gaza est l'un des plus élevés au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc la situation est telle que des habitants de Gaza sont allés creuser des tunnels, par exemple des trous, pour aller se ravitailler en Égypte, et même récemment on fait exploser la frontière avec l'Égypte pour aller chercher du carburant. On dit aussi que c'est par là que passent des armes. Oui, exactement. Devant ce contexte, le Hamas, mais je le regrette, hein, c'est tout à fait regrettable, a choisi de porter le fer et d'interrompre la trève et de lancer, de tirer des... de ne pas la renouveler. Non, elle était arrivée à terme. De ne pas renouveler la trêve. Mais c'est compliqué, elle n'a pas été interrompue. On va laisser finir. C'est important, les faits. On essaie de pas commencer l'année comme on l'a terminé, on laisse finir la guerre. Mais vous aurez l'occasion d'en parler. Non, la trêve n'a pas été interrompue, elle n'a pas été renouvelée. C'est fondamental de rappeler les faits. Ce que je voulais dire, c'est que le Hamas est acculé par sa population devant justement les conséquences de ce blocus. Et pour garder sa légitimité, il est évident que le Hamas devait faire quelque chose. Et bon, malheureusement, il a choisi la voie que l'on sait. En Israël, il y a aussi un contexte politique qui est assez tendu également. Il va y avoir des élections législatives en février prochain. Et personne ne veut passer pour une colombe. Et le thème de la sécurité, on le sait en Israël, était fondamental lors des campagnes électorales. Et on sait que le champion des sondages est Benjamin Netanyahou, qui est le leader du Likoud et qui est partisan, parti de droite, exactement, qui est un faucon, qui est partisan d'une ligne très dure vis-à-vis des Palestiniens. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que le contexte, il y a un contexte, mais plus la fin de la trêve, il y a un contexte, pour reprendre l'expression de Dominique Volton. Effectivement, il y a aussi un fait qu'il faut quand même dire, c'est le timing. Israël a choisi de lancer son offensive alors qu'il y a actuellement une espèce de vacance du pouvoir aux États-Unis.
États-Unis. George Bush ne gouverne pratiquement plus, Barack Obama n'est pas encore arrivé. Je terminerai pour dire que si Israël, bien entendu, a le droit de se défendre, la riposte est totalement disproportionnée. Vous l'avez dit, 800 morts, des milliers de blessés, une situation humanitaire déjà dégradée qui devient catastrophique. L'état-major israélien dit que la plupart des victimes sont des combattants du Hamas. C'est inexact. L'ONU, la Croix-Rouge dit que plus de 20% des victimes sont des civils. Alors, on va donner tout de suite la parole à Dominique Volton, qui frétille non, je frétille pas, parce que la situation est tellement tragique. Si vous voulez, ça fait un siècle, en fait, on sait que c'est une horreur. Ça s'est détérioré encore plus depuis la création de l'État d'Israël. Donc, tout le monde est coupable, si je puis dire. Il faut rappeler tout de même que la communauté internationale n'a jamais donné les moyens politiques d'appliquer les résolutions de l'ONU liées à la création de... On va en parler tout à l'heure, puisque le Conseil de sécurité vient de voter à la création de Israël. On sait très bien que la paix ne pourra venir que quand ces deux peuples seront reconnus souverains l'un et l'autre sur une partie du territoire sur lequel la politique sera la seule à pouvoir définir les frontières, qu'aucune victoire militaire ne pourra l'emporter, que même si les Israéliens regagnent cette guerre, par définition elle est gagnable compte tenu des conditions du contexte, ils la perdront sur le plan de la politique et sur le plan de la communication politique, que l'humiliation est sans fin, que bien sûr la violence du Hamas n'est pas tolérable. Il faut aussi quand même rappeler de temps en temps que les roquettes sont envoyées sur des territoires qui ne sont pas appartenant légitimement à Israël. Ça aussi, il faut quand même le rappeler. Et que naturellement, quand on dit en permanence dans cet affrontement idéologique très violent que le Hamas est lié pour une part à Hezbollah, lié pour une part discutable avec l'Iran et la Syrie, on oublie de dire que systématiquement Israël est constamment lié aux États-Unis. Donc on est dans un imbroglio effrayant de violence et de mauvaise foi et de mensonges. La seule chose à dire, ce qui est dit 20 fois par l'ONU et ce qui est dit 20 fois par la communauté internationale, c'est que, il faudra un jour revenir à la politique, quitter la guerre, que c'est le peuple palestinien qui est évidemment de loin le plus écrasé et la plus victime, que les pays arabes ont manifesté un silence incroyable et une lâcheté invraisemblable depuis des années, que les États-Unis, en ne faisant jamais pression sur Israël, n'ont pas amélioré, que l'Europe essaye maintenant de jouer, et que c'est important de rappeler qu'on est dans une vacance du pouvoir aux États-Unis, que l'Europe essaye, mais c'est très compliqué parce que les Européens sont eux-mêmes, et qu'en fait la seule solution, et c'est en ça qu'on revient à la communauté internationale, la seule solution pour sortir de la guerre et arriver à la politique, ce sera que la communauté internationale, malgré toutes ces divisions, fasse pression sur les deux protagonistes, pour que justement on arrive au retour, les accords de 67, les accords d'Oslo, et en fait concrètement ce qui était la décision du 48, je finis quand même là-dessus, c'est la création de deux États souverains autonomes, que l'Israël quitte les colonies non autorisées dans lesquelles il s'est installé, que les Palestiniens reconnaissent officiellement, naturellement, c'est une condition fondamentale, le droit à l'existence de l'État d'Israël, que l'Israël reconnaisse naturellement le droit à l'existence de l'État palestinien, et qu'on arrive à sortir de la guerre effrayante sur 4 générations pour arriver à la politique. Je voudrais poser une question à Éric Zemmour avant qu'il embraye tout de suite. Je sais que souvent, avec Dominique Volton, vous n'êtes pas d'accord sur le rôle de la communauté internationale, vous n'êtes pas d'accord, l'un traite l'autre de grand optimiste, de naïf, etc. Mais attendez, laissez-moi finir ma phrase, Dominique. Est-ce que cette fois, quand Dominique Volton dit que la solution ne sera jamais militaire et que la paix est la seule solution lucide dans l'avenir, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui? Non. Dire que la paix n'est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec la paix. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je réfléchissais. Votre question est un peu biaisée. Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que quelqu'un peut gagner cette guerre? Écoutez, moi je pense que... c'est toujours les peuples qui... D'abord, la guerre est une autre façon de faire de la politique. On est tous d'accord là-dessus, depuis Clausewitz. Exactement. Deuxièmement, la disproportion, dont on entend parler, Nadir a repris, est inscrite dans le conflit. C'est-à-dire que la disproportion, elle est du côté... Le général de Gaulle disait « Les Arabes ont pour eux le nombre, le temps et l'espace ». Donc, à cette disproportion-là, qu'on voit bien encore avec Gaza, répond surtout par le nombre, Israël exactement répond par le militaire et la technologie. Mais en disant cela, vous êtes en train vous-même de dire que de toute façon la solution ne viendra pas de la guerre. Mais je suis d'accord. Mais elle vient jamais de la guerre. Mais est-ce qu'il y a une solution? Bah oui. Il y a. Moi je pense. Éric Zemmour, ensuite je voudrais parler d'abord de ce conflit-là. Ouais. C'est très curieux parce que un esprit un peu ingénu pouvait croire que la solution était assez simple, c'est-à-dire qu'on pouvait échanger la fin du blocus contre la fin des roquettes. Ça paraissait assez simple, et c'est pas cette solution simple, si j'ose dire, qui a été retenue par les deux protagonistes. C'est que sans doute, il y avait intérêt l'un et l'autre. Je crois comprendre,
que le Hamas, en fait, a relancé, à la fin, en ne renouvelant pas la trêve, a relancé une surenchère en lançant de plus en plus de roquettes, de plus en plus, etc. Comme s'il voulait provoquer les Israéliens, parce que je pense que on parlait des élections Israélienne, qui auront lieu au mois de Nadir a tout février. à fait raison. Il y a un conflit politique à celui qui sera le plus dur et le plus ferme. Et je crois que du côté des Palestiniens, il y a un conflit un peu similaire entre le Hamas et le Fatah, qui fait que, voilà, et que le Hamas a intérêt à soigner, si j'ose dire, sa martyrologie. Une radicalisation. Qui est que plus il sera agressé par Israël, plus il se posera en victime. En victime. Et donc, Il aura gagné la communication Oui, mais politique dont et parle donc, en Dominique symbole, Bolton. Il y a un peuple martyr, de toute façon. Il y a un peuple martyr qui sont les Palestiniens. Alors, on Le va Hamas, laisser c'est autre finir chose. Éric Zemmour. Non, mais et donc il y a dans le combat, si vous voulez, on voit que le Fatah est complètement écrasé. D'ailleurs, Bien sûr. dès le début, ça m'a frappé. La première réaction, bon maintenant il est beaucoup plus prudent, mais la première réaction du président du Fatah a été une réaction très intéressante en disant c'est le Hamas qui est responsable de l'attaque israélienne. Et d'ailleurs, bon maintenant ils sont aussi silencieux, mais on sent bien que les dirigeants arabes de pays comme l'Égypte voient d'un très bon œil l'offensive israélienne qui règle son compte entre guillemets au Hamas. Voilà, ça Moins c'est militairement, les peut-être pas politiquement. Je parle de militairement, Ouais. bien sûr. C'est Ça ça. c'est les non-dits un peu, si vous voulez, de cet affrontement. Il me semble. Juste Alors, deux remarques. Wallace deux remarques. Katra, D'abord, ensuite, Nadir je Djenad. pense que c'est un véritable gâchis. D'abord parce que... Tragédie, non, on peut dire. tragédie, et puis un gâchis pourquoi? Parce que politiquement, finalement, les buts de cette guerre, finalement, on risque de trouver, derrière les ruines de tout ça, finalement, à la fois un renforcement du Hamas et à la fois la victoire de Netanyahou. C'est ça. C'est-à-dire que... Donc, perdant des deux finalement, côtés. extrêmes. C'est-à-dire que finalement cette guerre aura servi aux radicaux finalement des deux côtés. Et en plus, je pense que par rapport à l'image d'Israël, quoi, c'est catastrophique cette guerre. Surtout la dernière phase de la guerre, avec cette armée hyper puissante qui finalement Qui écrase. à la fois tire sur L'école de les l'ONU écoles, qui a été bombardée. le convoi, etc. Mais les finalement. combattants se mettent dans les écoles, et vous savez très bien. Attends, vous C'est savez un- tout. c'est un peu son- Arrêtez. Je Vous pense savez que très bien on va ça a été laisser le totalement- propos, ça a été on va laisser le totalement propos. démenti, ça, Dominique enfin. Bolton, on va laisser Wallace Cotra terminer Donc, son propos. Alors la parce qu'il n'était Croix-Rouge, pas là. la Croix-Rouge, C'est une la stratégie Croix-Rouge et délibérée. l'ONU, la Croix-Rouge et S'il vous l'ONU plaît. seraient Est-ce que complices vous des auriez combattants du l'indulgence de Hamas. laisser Wallace Stratégie Cotra terminer délibérée. Donc, hein, Arrêtez. Wallace C'est pas une nous. Cotra, barbarie, allez-y, c'est allez-y, une Wallace. violence inouïe. Allez-y, hélas. Ah, Wallace. mais évidemment, c'est une Allez-y. violence inouïe. Donc Ça, je finalement, dis bien pour reprendre à ce que disait Nadir, finalement, Obama va retrouver ce dossier avec les plus durs de chaque côté, quoi. Et donc finalement, on aurait presque reculé dans l'essai de trouver une solution dans Oui, à trouver une cette région. solution, une situation pourrie, quoi, pour dire les choses. Alors moi, je voudrais poser une question à Nadir. Je sais qu'il veut dire quelque chose, mais souvenez-vous de ma question. Le Conseil de sécurité vient de se prononcer, Oui. et il y a une abstention des États-Unis. Alors- Et Obama ne dit rien. Et on Oui. sait que le 20 janvier, Obama devient le président des États-Unis. Oui. Vous interprétez ça comment, vous, Nadir? Alors tout d'abord, l'abstention des États-Unis n'est pas une surprise. Hein. C'est classique. Les États-Unis ont toujours soutenu Vous la interprétez politique donc du l'abstention non pas comme Comme un un- petit lâchage partiel de l'État d'Israël, mais plutôt comme un soutien à l'État d'Israël. comme un soutien à l'État d'Israël. Concernant Obama, il est clair que d'une part, on peut être surpris par son silence concernant cette crise, alors qu'il Il s'exprime laisse beaucoup. Bush, hein. Il laisse Bush s'exprime- faire. Même Bush ne fait pas grand-chose, il faut dire. Il s'exprime pas grand-chose. C'est normal. Pas grand-chose non plus. Il est plus s'exprime- président dans 8 jours. Il s'exprime. Barack Obama s'exprime beaucoup sur l'économie. Il s'est exprimé sur certaines crises internationales, sur certains attentats, par exemple les attentats de Bombay, où il avait vivement condamné. Absolument. Et là, Moi, je pense que son silence est un calcul politique, parce que ne rien dire finalement est la meilleure chose à faire pour ne pas contrarier tel ou tel parti. Mais il ne faut pas attendre de miracle, moi je pense, de l'administration de Barack Obama. S'il y a bien une constance dans la politique étrangère américaine, c'est le soutien à l'État d'Israël. Depuis 1967, il y a oui, ce ça s'est soutien. jamais démenti. Que ce soit chez les démocrates Et vous pensez et que chez les républicains. Plus chez les l'élection- démocrates que chez les Plus- Et républicains. vous D'ailleurs- pensez que Barack Obama ne changera pas cette donne? Il faut se rappeler, il faut se rappeler que durant la campagne électorale, Barack Obama a fait des déclarations qui ont déçu les Palestiniens. Je me souviens d'une déclaration dans laquelle il disait que Jérusalem
Jérusalem était la capitale unifiée de l'État d'Israël. Ça avait même provoqué une sortie publique du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il peut y avoir peut-être des nuances, mais sur le fond, je n'ai pas le sentiment que cela va changer. Alors, Wallace Cotra, vous voulez dire un mot là-dessus? Moi, j'ai une vision un peu plus nuancée sur la position des Américains. D'abord parce que, au départ, c'est vrai, je pensais que le silence d'Obama était un peu... c'est une faute politique, finalement, de ne pas s'exprimer au moment où ça se passe, etc. Et ensuite, la position des diplomates américains au Conseil de sécurité, j'ai l'impression que ça corrige un peu les choses. C'est-à-dire que, finalement, c'est aussi un message à Israël, parce que normalement, ils soutiennent Israël, même au Conseil de sécurité. Or là, ils se sont abstenus. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait un soutien franc à Israël, et ça veut dire que ça préserve une position des Américains derrière. Finalement, c'est un message à Israël pour dire attention, il faut trouver une issue. Alors, on va essayer d'aller plus vite parce que j'ai plein d'autres questions à vous poser sur le débat. Dominique Volton. Sur la question, et c'est très bien posé. Est-ce que le risque, c'est pas que ça renforce finalement les extrémistes des deux côtés, du côté Hamas comme du côté israélien? Ça, c'est vrai. Et ça me fait penser à l'émission d'hier soir sur France 3 où l'ambassadeur Essel, qui est quand même un homme qui a une connaissance historique depuis un grand, puisqu'il était un des co-rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme de 48, et il disait finalement beaucoup, et en Israël et chez une partie des médias, ne veulent pas qu'il y ait de solution politique. Et c'est ça la question. Et donc si on veut qu'il y ait une solution politique, à ce moment-là... Il faudra l'imposer. Alors il faut l'imposer par la communauté internationale, et on revient à la responsabilité des grandes nations et de l'Europe. Et on vient aussi à un autre problème, qui est que, et c'est la question qui est intéressante pour le problème de l'espace public, de l'espace politique et de ce que c'est qu'une opinion publique, c'est qu'il est possible que et on a déjà vu ça en Israël, mais la liberté politique existe beaucoup plus en Israël que chez l'autorité palestinienne, que la pression de la rue sortent de cet extrémisme de la sécurité et redisent il faut revenir à la politique jusqu'à l'assassinat. Donc s'il y a des pressions des opinions publiques des deux côtés, peut-être que ça aidera la communauté internationale à assumer sa responsabilité politique et dire ça suffit maintenant la guerre, il faut une solution politique qui garantisse les droits et les devoirs des deux. Nadir veut dire un mot. Ensuite, j'ai une question à poser à Éric Zemmour. Et puis on va revenir. Vous l'avez dit vous-même, une partie des peuples veut la frontière réglée. Vous allez avoir la parole dans une minute. J'ai dit une partie des dirigeants des deux côtés. J'ai pas parlé des peuples. J'ai dit qu'il y a une dichotomie entre les représentent les peuples et les Attends, ils ne représentent rien du tout dans ces cas-là. Bon. En Israël, ils représentent. Non, c'est pas vrai, parce que vous savez très bien que ça n'a pas cessé de basculer depuis 5-7 ans sur la question de la paix et de la guerre en Israël. Et pour l'instant, c'est le thème sécuritaire. Dans 6 mois, ce sera un autre thème. C'est pas vrai. Et le Hamas a été élu démocratiquement à Gaza. Excusez-moi. Alors, Nadir Djenad voulait dire un mot. Excusez-moi, ils ont gagné les élections quand même. La seule hypothèse que je veux soulever, j'ai peut-être tort, c'est qu'il y a, sur cette violence immense, ces humiliations, ce désespoir, il y a des deux côtés, et naturellement plus du côté palestinien qu'israélien, il y a quelque part une dichotomie entre les dirigeants, même élus, et les opinions publiques. Alors on va laisser la parole à Nadir Djenad, et on va essayer d'avancer un peu, parce que j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Il y a quand même, les États-Unis, l'Union européenne et Israël font face à une contradiction. C'est-à-dire qu'ils ont appelé à la tenue d'élections législatives dans les territoires palestiniens. Dans les territoires palestiniens en 2006, et c'était pas le bon candidat qui a gagné. Il y avait des observateurs internationaux qui étaient présents et qui ont constaté de la transparence de ces élections. Il se trouve que le Hamas a gagné. Alors il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications. Pourquoi le Hamas a gagné? Il a gagné parce que, comme dans de nombreux pays arabes, les islamistes représentent l'opposition la plus crédible, la mieux organisée et la plus crédible face à des régimes nationalistes, on va dire, jugés corrompus et autoritaires par leur opinion publique. Vous avez prononcé le mot corrompu aussi. Oui, la corruption joue beaucoup. Il se trouve que le Hamas a gagné ces élections et que cela nous fasse plaisir ou non à nous occidentaux, le Hamas est une force politique incontournable et légale, donc va se poser la question de discuter avec lui, mais évidemment il faut aussi que le Hamas change son point de vue, change notamment sa charte sur sa position sur Israël. On va poser la dernière question sur ce terrain à Éric Zemmour, puisqu'il parle du Hamas. Notre président de la République a fait une visite au Proche-Orient et il a fait une déclaration notamment, entre autres, sur le Hamas. D'après vous, cette visite au Proche-Orient de Nicolas Sarkozy est utile, a été utile, a fait avancer un peu les choses? Elle est pour tout le monde la question, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde, mais je la pose d'abord avec Zemmour, parce que si vous répondez à 4, le téléspectateur ne comprendra pas. Merci, je ne sais pas comment marche une télévision, une radio. Merci, monsieur le journaliste. Non, mais si vous voulez...
Pour l'instant, elle a été assez vaine, puisqu'il n'y a pas de plan de paix. Manifestement, Sarkozy essaye de trouver un accord par l'intermédiaire égyptien. Il essaie de se servir de ses bonnes relations avec Israël pour leur faire accepter un compromis. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Là, vous faites référence à la phrase contre le Hamas qui disait impardonnable. Mais, voilà. Et c'est évident que les Européens, ça ne date pas d'aujourd'hui, ont condamné le Hamas. Nadir moi je suis tout à fait d'accord avec Nadir sur la contradiction européenne, occidentale et qui fait faire des élections, mais on peut faire la même analyse pour tout le monde arabe. Aujourd'hui, dans tout le monde arabe, les islamistes gagneraient 9 élections sur 10. Donc, c'est pas complètement sûr, ça reste une hypothèse. Attendez, j'aimerais qu'on l'a vu au Maroc, on l'a vu en Égypte, on l'a vu. Ouais. Ça fait beaucoup d'hypothèses. Sur ce débat, il nous reste à peu près 1 minute ou 2. Et j'aimerais bien qu'on voit les répercussions en France. Sur la visite de Nicolas Sarkozy. 2 choses à dire. La visite de Sarkozy, puis après, moi j'ai une question à vous poser sur les répercussions possibles ici. D'accord. Alors, sur la première question, moi, on ne peut refuser à aucun homme politique dirigeant d'essayer de faire une médiation. Voilà. Et donc, franchement, au nom de quoi? Le seul problème, c'est qu'il y a déjà Tony Blair qui est sur le terrain et ça n'avance pas. Bon, la vraie question, c'est qu'à la mesure où l'Europe continue sa médiation, parce que c'est la suite de la politique, c'est vrai que le rôle de Sarkozy par rapport à la médiation européenne, il y a un petit problème mais soyons optimistes, laissons aux hommes les intentions les plus grandes, c'est-à-dire que de la médiation et pas de la publicité pour lui. On verra bien. Et de médiatiser par rapport à l'Égypte, pourquoi pas. Sur la deuxième question, moi je suis complètement désaccord avec cette espèce d'amalgame qui est que s'il se passe quelque chose au Proche-Orient, alors naturellement il va y avoir l'importation, comme l'a dit comme l'a dit le Premier ministre et Mme Agneau-Marie, sur les événements français. C'est-à-dire qu'on fait un amalgame immédiat. C'est pas parce qu'il y a un attentat qu'immédiatement on doit dire c'est la transmission. Parce que si on fait une hypothèse de ce type-là, ça veut dire qu'on passera son temps à interpréter. Il y a là suffisamment de problèmes internes en France pour justifier ce qui peut Donc pas de répercussions pour vous? Je ne vois pas au nom de quoi, si ce n'est balancer des rumeurs qui accentuent les haines fratricides entre communautés et qui effritent les sentiments collectifs nationaux. Je vois pas au nom de quoi on peut dire immédiatement, alors qu'il y a la guerre qui est effrayante, qui dure depuis 14 jours, on peut dire, écoutez... Dominique Volton, il y a eu des manifestations pro-Israël, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, il y a eu une synagogue qui a été dévastée. Donc il y a quand même des éléments que le gouvernement n'a pas inventés. Non, c'est pas parce que vous avez des manifestations pro-israélienne ou pro-palestinienne d'un côté, ça c'est tout à fait normal, encore eux. Bon, ça, non, mais on n'a pas dit que c'était anormal. Non, attendez, vous permettez. Personne ne dit que c'est anormal. Mais vous permettez. La question que vous posez, c'est celle qui est posée pas du tout là-dessus, qui est sur la question de la mosquée, de la synagogue. À savoir qu'on a interprété le jeu de la voiture enflammée. Oui, la synagogue de Toulouse. C'est ça qui a un lien. Et cela, je trouve que c'est pas honnête intellectuellement. Que des manifestations existent de deux côtés, c'est très bien. Qu'il y ait par malheur une manifestation antisémite ou anti-musulmane demain, et qu'on dise, c'est la preuve que c'est la transportation, que c'est le transport du conflit israélo. Ça, c'est vraiment des amalgames qui sont extrêmement dangereux. Alors, moi je voudrais l'avis de Nadir Djenad sur cette question. Il nous reste peu de temps. Pardon, Éric Zemmour, excusez-moi. Parce que c'est intéressant ce que dit Volton. On peut retourner ce qu'il vient de dire en disant que moi je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que effectivement il y a des conflits communautaires qui précèdent bien la guerre, les guerres entre Israël et les pays arabes. Et c'est là l'intervention. Je suis tout à fait d'accord. Moi j'avais dit la même chose au moment de l'intifada de 2000, après tous les attentats antisémites, les violences, etc. Moi je pense effectivement il y a un mouvement profond de conflictualité, de tension communautariste, pas seulement d'ailleurs entre juifs et arabes dans la société française, et que là où je me distingue un petit peu de Volton, c'est que je pense qu'il y a effectivement l'allumette, si vous voulez, le ferment, qui est sans doute d'ailleurs pas la guerre en lui-même, me semble-t-il, que la télévision. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de familles maghrébines sont branchées sur Al Jazeera et que ce n'est pas du tout la même vision de la guerre, surtout que maintenant les Israéliens font comme les Américains, comme les Russes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur naïveté médiatique et qu'ils verrouillent médiatiquement les journalistes la guerre. Sont pas plus pénétrés à Gaza. Exactement, et que donc ceux qui regardent Al Jazeera n'ont pas le même regard sur la guerre que ceux qui regardent TF1 ou... Ça c'est sûr. Alors Nadir Djenad et enfin Wallace Cotra. Tout d'abord, quand on parle d'importation de conflit, qu'est-ce qu'on veut dire déjà? J'aimerais qu'on s'arrête sur le mot conflit. Quand on dit conflit, c'est affrontement.
il n'y a jamais eu d'affrontement entre juifs et musulmans au sujet du conflit israélo-palestinien. Même au temps de la guerre, heureusement, il faut s'en réjouir tout à fait. Au moment, durant la guerre des 6 jours, durant la guerre des 6 jours. Il y a eu quelques affrontements durant la guerre des 6 jours. En tout cas, les institutionnels, qu'ils soient des institutionnels musulmans ou des institutionnels juifs, ont appelé à ne pas exporter le conflit, à ne pas importer le conflit. Mais ils sont dans leur rôle, tout à fait. Ils sont dans leur rôle de... Ils n'ont pas besoin de nous pour exporter. Non, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut relativiser. Il n'y a pas d'affrontement. Il y a effectivement des tensions. Concernant les manifestations, les gens qui manifestent, c'est pas non plus un bloc homogène. Ce ne sont pas des musulmans de banlieue qui sont certains journaux ont parlé de Il y a de tout dans les manifestations. à forte coloration communautaire, c'est quand même, évident. Faut le dire. Oui, d'accord, c'est évident, mais il n'y a pas que c'est quand même à 80%. À part les Est-ce que vous pouvez laisser Wallace les compagnons de route LCR, Souvenez-vous, il y a quand même les communistes, la LCR et... Non, c'est pas vrai. On va laisser Wallace Cotra Je pense qu'il n'y a pas s'exprimer. de vrai risque de tension intercommunautaire autour de ce conflit-là pour 2 raisons. D'abord parce que, et je crois que c'est Dominique l'a dit ou Eric tout à l'heure, qu'il y a eu d'autres conflits de ce type-là et que la société française a géré cela. Puis, il y a eu quand même des affrontements, il y a eu quand même des violences. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur le plan politique et religieux, finalement, politique, la communauté musulmane française, finalement, est plus sur une position du Fatah. Donc finalement, il y a une complexité du jeu. C'est pour ça que j'ai parlé des images d'Al Jazeera. Et par ailleurs, qui changent les par ailleurs, donc ça change le débat. Et d'autre part, aujourd'hui, ceux qui dirigent le Conseil français du culte musulman, ils étaient considérés comme un peu les plus radicaux finalement. Et c'est eux qui gèrent, ils gèrent le conflit correctement finalement. Ils sont l'instance officielle des musulmans. Il ne faut pas mélanger l'OIF qui a parlé de génocide palestinien. Non, mais c'est l'OIF qui dirige. Non, l'OIF est une non, c'est pas l'OIF qui dirige. Non. Il faut rappeler. Dominique Volton va terminer sur juste quand même. Il faut être précis parce que le Conseil français du culte musulman, il y a une nouvelle direction qui a été. C'est un mouvement, le Rassemblement des Marocains de France, dirigé par Mohamed Moussaoui, qui a obtenu la majorité et qui dirige maintenant le Conseil français du culte musulman. Et Moussaoui, l'UOIF fait partie du CFCM, mais n'est pas majoritaire. Par contre, donc ce que je voulais dire, c'est que aussi bien au niveau religieux qu'au niveau politique, les débats en France sont un peu différents, quoi, finalement. Donc il n'y a pas une sorte donc aucun tous les quatre, vous êtes d'accord pour dire... Non, Éric Zemmour n'est pas d'accord. Je pense parce que tous les trois avaient l'air de dire que finalement il n'y avait pas de risque. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas les mêmes débats, c'est ça la vraie question. Non mais ça, c'est fondamental, c'est pas les mêmes arguments. Donc on ne peut pas dire un n'importe quoi. Éric Zemmour, ne vous interrompez pas, sinon on en sortira. C'est pas honnête intellectuellement quand un politique dit ça. Depuis 30 ans, il y a eu quand même des phénomènes assez neufs et qui ont changé la donne. C'est-à-dire que depuis à peu près 25 ans, on a une action du CRIF qui est devenu un soutien confessionnel. Exactement, confessionnel à Israël et qui emporte médiatiquement l'appui de la communauté juive à Israël. Je rappellerai ça. Si on essaie de dire les choses clairement, on est passé de la lutte contre l'antisémitisme au soutien à l'État d'Israël. Non, c'est pas ça que je... Non, moi je comprends pas ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une tradition de l'israélite français qui était le judaïsme français, qui est républicain, national, patriote, et qui, après la guerre de 67, a commencé à basculer, en tout cas dans ces instances dirigeantes comme le CRIF, vers un judaïsme sioniste qui soutient Israël systématiquement et qui fantasme d'ailleurs sur un sionisme sans beaucoup de sionistes, d'ailleurs, parce qu'il y a peu de gens qui partent en Israël. Donc ça, c'est le CRIF. Avec, en apothéose, si j'ose dire... Praski vient de le dire, l'un des rôles du CRIF, affirmer la solidarité avec Israël. En apothéose, d'ailleurs, ce fut ces fameux dîners du CRIF, où les ministres de droite comme de gauche étaient admonestés par le CRIF et qui condamnaient la politique arabe de la France, ce qui aurait été inouï sous le général de Gaulle. Et inouï dans le sens inverse. Absolument, mais absolument. Les ministres ne seraient pas allés. Dominique a raison. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, on voit bien que
dans l'UOIF en particulier, Il y il aurait y a un un risque effet similaire. d'imitation. Un Mais risque bien sûr, similaire. quand l'UOIF demande aux imams de les sensibiliser mosquées, dans les mosquées à la cause palestinienne, on voit bien qu'ils veulent faire la même chose, qui a un Il y effet, a des germes. un effet Il y a mimétique. des germes dans les deux camps, si j'ose Et des exprimer germes le mot depuis camp. 30 ans. Et je finis simplement, Dominique. Il y a eu un travail d'acculturation, que moi je dénonce depuis longtemps, très grave, si vous voulez, de désaffiliation nationale et de fantasmes sur des patries d'adoption. Ouais. D'un côté Israël et Je de vous ai l'autre vu- je vous la ai vu être Palestine. très en colère quand on chantait l'hymne israélien à la fin des bar mitzvahs Mais moi en je France suis. et non pas la Mais Marseillaise. oui, ça se faisait pas quand j'étais petit. On chantait ni la Marseillaise ni l'hymne israélien. Exactement, c'est nouveau. Bon. Alors, Et- il y a deux choses. Attendez. Simplement, rappel une seule chose. La France est quand même le pays où il y a la plus forte communauté juive d'Europe juive et la musulmane. plus forte communauté musulmane d'Europe. C'est tout. Ouais. Donc, Dans ce Dominique sens-là- Volton, très vite, parce Oui, très vite, mais qu'il y a, deux choses à dire. d'autres choses. Sur le débat qu'on vient d'avoir, je pense que tout ce qu'on vient de dire très clairement autour de cette table illustre le fait que les politiques sont malhonnêtes quand ils disent qu'il y a un risque de transport, parce que justement, ce qui caractérise l'association française, c'est une tradition, un essai de tradition de laïcité, où en définitive on essaye de mettre le sentiment national ou le fait d'être français en avant par rapport à l'identité, à la C'était battu communauté. en brèche, Dominique, vous êtes d'accord? Alors, on est tout à fait d'accord que le bon. CRIF a été le premier, hélas, Absolument. à constamment faire une espèce de collusion entre Il a ouvert la boîte de antisémitisme et Pandore. antisémitisme. Absolument. Qui est antisioniste est Voilà, antisémite. ça c'est effrayant. Ce qui n'est pas tout à fait Exactement. la même chose, C'est Évidemment. parce qu'on n'est pas scandaleux. du tout Et la il y a un même risque chose. de faire ça. Donc, si je puis dire, si les politiques L'effet français mimétique. de droite et de gauche étaient un peu courageux, ils devraient dire que la force de la France, c'est justement d'essayer d'introduire une logique de laïcité là-dedans et de décommunautariser. Bon, ça ne se fait pas, c'est dommage. Mais moi, je voulais dire autre chose en une seconde sur le problème de la guerre des images, parce qu'on est quand même à la télévision. Il y a deux choses qui ont fondamentalement changé. Les Israéliens ne gagneront jamais à faire une guerre muette d'images, c'est fini. C'est-à-dire, dans aucun conflit, on ne pourra empêcher les images. Il y aura toujours une caméra, il y aura toujours un appareil. Oui, là, il y a par exemple Les avec Russes les ont fait ça avec les correspondants. Tchétchènes et ça a marché. Laissez-moi finir. Si je puis me permettre. Laissez-moi finir. Ouais, Peut-être mais parce que c'est c'est un régime totalitaire qui reste dans le fond, mais dans C'est un vrai. régime. Bon. On- Donc il y a on deux va choses dire à ça, s'il dire. vous plaît. Un, c'est une bonne chance que les chaînes arabes existent, parce que dans la mesure où elles ont enfin un point de vue de légitimation, même si on ne partage pas forcément le point de vue, dans le pluralisme mondial de l'information, c'est fondamental qu'il y ait des chaînes d'information arabes qui donnent un point de vue qui est le leur sur le conflit. Et quant à Israël qui s'imagine qu'il peut verrouiller et faire une guerre sans images, Israël ou ailleurs, c'est impossible. Donc il faudra Bon, qu'on fasse avec. Il y aura toujours des images. Nadir Moi, Djenad de dire j'aimerais- un mot, mais on va j'aimerais conclure insister- sur ce thème. Il nous reste à peine 20 minutes J'aimerais d'émission, hein. insister sur un point pour rappeler effectivement, c'est C'est vrai presque que d'accord, je dois dire. Oui, pour une fois. Oui, c'est J'aimerais vrai, c'est vrai. insister C'est important à dire. sur un point, c'est de rappeler quand même, et d'ailleurs c'est pas assez évoqué je trouve dans les médias qui parlent malheureusement souvent d'incidents, c'est de rappeler le dialogue interreligieux judéo-musulman qui existe en France. En tout cas, au niveau des institutions. Il en tout connaît cas. pas simplement. Pas simplement. Ce dialogue connaît certes des hauts et des bas. Mais il existe. On parlait du CRIF tout à l'heure et du CFCM. Je crois savoir que les deux présidents de ces instances, à la fois Richard Prasquier pour le CRIF et Mohamed Moussaoui pour le CFCM, font de la relance du dialogue judéo-musulman Ils se une parlent. de leurs priorités. Ils se parlent. Peut-être pas toujours bien, mais ils se parlent. Il y a, est-ce que- Fondamental. il y a, Ils se parlent. Vas-y, vas-y, il y a, déjà ça. il y a également, en banlieue, on parlait de banlieue, est-ce que vous savez qu'il y a des imams et des rabbins qui sillonnent la banlieue pour justement parler du conflit israélo-palestinien, pour parler de ce qui rapproche finalement juifs et musulmans, et pour parler du rapprochement interreligieux. Il y a des associations aussi qui militent. Donc, ce serait, Nadir. c'est dommage de ne pas Disons que les évoquer germes plus qui souvent. existent. C'est Les dommage germes de qui ne pas existent parler. sont voilà. déjà combattus. Je Oui, mais alors, voudrais- on relance pas le débat. Un mot. Non, non, un Éric mot. Zemmour. Non, mais un mot parce que quand Oui. même. Il nous reste un à peine mot 18 parce minutes que d'émission après maintenant. les Mais ça, violences de c'est 2002-2003, franchement, il y a eu incidents, beaucoup. Non, mais il y a eu beaucoup d'incidents. Et attends. Et pourquoi ça a diminué? Je veux pas être moins optimiste que toi, mais d'abord parce que beaucoup de juifs ont quitté la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de juifs ont mis leurs enfants dans les écoles confessionnelles. 60% des petits juifs aujourd'hui sont dans les écoles confessionnelles dans toute la banlieue parisienne. Ça va pas améliorer C'est- les choses. Exactement, mais qui a été vu comme C'est une une protection. conséquence de- Qui a été vu comme une protection. Donc, c'est aussi ça. Non, alors, Il faut quand même écoutez, pas non, se on arrête. Un rêve, on arrête. un rêve, un Non, rêve. non, Est-ce non, que la non, non, France, non. un rêve, est-ce que là, sur cette affaire-là, est-ce que la Il faut France qu'on- ne il faut pourrait qu'on pas... enchaîne, là, parce Oui, qu'il nous mais reste très peu de vu temps. ce qu'a dit très Alors, justement, ce qui a été dit là sur le Dominique, dialogue interreligieux qui existe au niveau soyez un peu social. discipliné. Je finis ma phrase. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un rêve pour une fois positif que la France, qui a fait toutes les forces et les faiblesses qu'on veut, de l'affaire Dreyfus jusqu'à 1905 et la suite, ne serait pas un des territoires sur lesquels, justement, par le dialogue interreligieux intercommunautaire en France, un des terrains de laïcité. Alors, voilà ce que Juste sera. 30 secondes Décidément, pour vous êtes dire- très dur avec moi. hein. Juste Ouais. 30 secondes pour dire que peut c'est pas pour refuser, ça que il est c'était- directeur, hein. c'est pour ça que c'était important aussi le voyage de Sarkozy, Nicolas de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, du point de vue intérieur français. Bon, on va revenir à la France justement. Vous l'avez vu, on change complètement de sujet.
L'examen parlementaire de la réforme du dominical qui était voulu par Nicolas Sarkozy a été repoussé sine die. J'ai regardé les pages roses. Sine die, ça veut dire on ne sait pas quand. Après le retrait provisoire de la réforme des lycées... Très important les pages roses du Oui, oui. On n'est pas tous latinistes, je suis Non, tout à pas fait tous. d'accord. Ni hellénistes, absolument. Après le retrait provisoire de la réforme des lycées, c'est, me semble-t-il, à moi, la seconde fois qu'on a une telle attitude. Alors, il faut y voir un recul gouvernemental, Wallace Cotra. Alors sur la réforme des lycées, je crois qu'il faut mettre un peu à part cette réforme-là, parce que tous les gouvernements... Je crois que tous reculés, déjà. c'est le général de Gaulle qui dit que finalement que c'est un peu comme la dentifrice, quoi, finalement. Quand les élèves sortent, on peut plus les rentrer. on peut plus les rentrer. Donc, Si, je la connaissais pas, celle-là. comme il y a une situation de crise, comme c'est un peu Je crois pas que c'est difficile... du général de Gaulle, mais c'est un classique. En tout cas, c'est vrai, on a tous fait l'expérience. Ce qui est vrai, ce qui me semble vrai quand par même, exemple. ce qui me semble vrai quand même, c'est que finalement, on arrive au bout d'une logique, de cette méthode de gouvernement à la hussarde, finalement, et il y a une sorte de goulot d'étranglement maintenant. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. La stratégie du président, qui était d'aller vite, de montrer qu'il peut bouger les choses, que on fait la réforme, des armées, on réforme l'université, qu'on réforme la justice, la justice, etc. Fait que on arrive à une situation où je crois que les corps intermédiaires finalement ne suivent plus et il y a une sorte de d'essoufflement de l'ensemble du système. On l'a vu avec la réforme de l'audiovisuel, le travail le dimanche, c'est pareil, et on voit qu'à l'intérieur de la majorité, il y a une résistance qui s'exprime. Il y a une sorte Plus que sourde, hein. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec Wallace. Éric Jameau, on n'est pas d'accord. Non, Alors. je vais vous dire pourquoi. Je pense d'abord, là, je suis d'accord sur un point, il faut distinguer le lycée, la réforme des lycées et le travail dominical. C'est du reculade. Oui, c'est de reculade, mais le travail dominical, même si les socialistes maintenant en tirent gloire, c'est vraiment une révolte d'une partie de la base UMP, les uns parce qu'ils sont catholiques, pour des raisons religieuses, religieux, ouais. Les autres pour des raisons sociales, les autres Aussi pour sauver le petit commerce. exactement. parfois. Enfin bref, pour des bonnes et des mauvaises raisons. légitime. Non, mais Tout c'est ça est légitime. très légitime. Tout ça est très légitime. Tout ça est très Donc légitime. des élus ont résisté à Sarkozy. Ils ont même fait une résistance Non, publique, franchement, puisqu'on a vu une pétition, on l'a entendu. Et là, Sarko a reculé sur sa majorité. Mais c'est un peu ce que dit... Non, justement, j'ai dit ça, je suis d'accord avec ça. Mais je finis. ouais. Sur les lycées, Est-ce que vous pouvez aller juste là? je vais vous êtes très en vite. désaccord, c'est mieux. Mais justement, sur les lycées, je pense que c'est une réforme bizarre, d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, Darcos avait très bien réussi à changer ce qu'il voulait. Et là, pour la première fois, il a fait plutôt, je dirais, une réforme entre guillemets de gauche, d'ailleurs qui avait l'accord au départ des syndicats, qui était inspiré d'un vague modèle finlandais dont on ne sait plus qu'à remplacer le modèle suédois des années 70. Ouais. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ça mange pas de pain. Voilà, exactement. Ailleurs honneur. Donc en fait, c'était trop flou. Sarkozy avait un mot très joli d'ailleurs. Il a dit moi-même, je n'ai pas compris cette réforme, donc j'imagine que personne ne l'a compris. Je trouve ça très joli, très pour son juste. ministre. Oui, Voilà, mais très en gentil pour son ministre. l'occurrence, il avait raison. Parce que Une réforme et incompréhensible. je finis simplement Alors. pour dire que le danger qui guette Sarkozy, c'est pas ce que décrit Wallace d'après moi. C'est pas le goulot, Non, c'est qu'il a perdu sa boussole. La réforme, entre guillemets, parce que ça veut rien dire la réforme, dans la bouche sarkozienne, la réforme, comme la rupture, c'était aller adapter la France à la mondialisation et au modèle libéral dominant dans le monde depuis 20 ans. Or, on est un peu en retard parce qu'avec la crise... C'est ça, voilà. c'est ce monde-là qui s'est Contre-temps, écroulé. en quelque Sarko sorte. lui-même l'a compris, puisqu'il maintenant il fait du keynésianisme, etc. Et donc il a perdu sa boussole. Et donc réformer, oui, mais quoi et pourquoi? Alors, Dominique Volton et ensuite Nadir Alors, Djenad. il n'y a pas de échec. Il y en a un troisième, c'est la réforme de l'audiovisuel. Parce que quel que soit le résultat, c'est perdu. C'est-à-dire qu'en définitive, tout le monde a compris que c'est une réforme inutile, demandée par personne, qui ne fera que déséquilibrer les services publics et qui ne fera que rendre service au mieux au C'est secteur perdu privé. dans la communication, mais enfin, ça Non. peut s'appliquer Ah oui. quand même. Non, vous avez, quand je dis c'est perdu comme réforme, Comme c'est réforme quand un en acteur termes de politique, communication. quand un acteur politique, écoutez, moi je fais des réformes contre tout le monde, même je m'en fiche, je suis chef, j'y vais. Là, c'est une réforme que personne n'a voulu ni à droite ni à gauche ni au centre.
centre, et donc par conséquent elle est inutile, elle affaiblira le service public, elle ne rendra pas forcément service au secteur privé, parce que je vous rappelle que la phobie que l'on dénonce soi-disant dans le secteur public, on va la retrouver dans la télévision privée. Donc il y a une troisième réforme qui est un échec. Mais moi, la question de fond, je voudrais prendre, où je ne suis pas du tout en désaccord. Ce qui est en cause chez Sarkozy, et qui pose un vrai problème pour la politique, c'est que s'imaginer que les prédécesseurs n'ont rien fait et que soi-même on va tout changer, ça c'est inadmissible, c'est un mépris. Parce que nous, vous permettez, quel qu'il soit, c'est pas un problème gauche-droite. Je trouve qu'un acteur politique n'a jamais le droit de dire ça. Et que nos sociétés, si elles ne se réforment pas, elles se réforment en continuité. Et donc par conséquent, dire que la France était bloquée et c'est ridicule. Et qu'au bout d'un moment, quand on fait ces réformes tout seul, en ne demandant pas l'avis des uns et des autres, en les faisant passer à la USAR, ce n'est pas démocratique. Et il y a un vrai problème, nous sommes une république élue, avec de temps en temps un président de la République qui s'imagine qu'il est Dieu et qui peut faire et qu'il a raison contre tout le monde. Là, il va recevoir le boomerang négatif, pas seulement de sa majorité, mais du pays. Parce que ça veut dire que vous ne réformez pas si vous n'avez pas une adhésion plus populaire, parce que nos sociétés, elles n'ont pas cessé de changer depuis 70 ans. Et c'est intellectuellement malhonnête de dire qu'elles n'ont pas changé et qu'heureusement que Zorro arrive. Et dernière chose, là je suis d'accord avec Zemmour, c'est que le seul modèle assez pauvre, mais dominant, qu'avait Sarkozy, c'est un modèle complètement étroit de libéralisme, de spéculation, etc., etc. Et que c'est ça qui s'est effondré. Et que si jamais, à droite comme à gauche, il n'y a pas une autocritique, parce qu'hélas, la gauche était totalement ralliée à ce modèle-là. S'il n'y a pas demain une autocritique radicale... Pour être crédible, encore faudrait-il qu'ils critiquent leur propre travail d'avant. Je crains, je peux me tromper, je ne suis qu'un chercheur, mais si jamais les dirigeants, les banquiers en premier, les économistes en second, les journalistes économistes ensuite, les entrepreneurs ne font pas leur autocritique sur cette idéologie complètement folle de spéculation qui a duré pendant 30 ans, il va y avoir des violences, une réaction inouïe d'extrême droite et d'extrême gauche. Et on ne pourra pas dire que les peuples ont tort. Alors j'ai l'impression qu'Éric Zemmour est encore d'accord avec vous, c'est un jour à marquer des pierres blanches pour les dos. C'est les bonnes résolutions du début d'année. Merci pour mes étrennes, c'est très aimable. Nadir. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ajouterais juste un élément, c'est que cette rentrée sociale 2009 s'annonce très très difficile pour Nicolas Sarkozy. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres reculades. Il va y avoir le 29 janvier prochain une manifestation interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats pour défendre l'emploi et le pouvoir d'achat. Dans le domaine de l'éducation nationale, outre la fronde des lycéens, il y a aussi la colère des personnels en général de l'éducation nationale qui appellent également à une manifestation le 17 janvier contre les restrictions de poste. Ce qu'on voit, dites-vous, va continuer quoi finalement. Va continuer. Concernant l'augmentation du chômage surtout. Effectivement, donc, ça va. Il n'y a pas de philosophie politique derrière. Il est en quête d'une philosophie. Parce que maintenant il parle de retour de l'État quand même. Il semble que pour une fois là. Oui, mais il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Ah, pourquoi? Pas de crédibilité, pas de boussole. Un politique a tout à fait le droit de changer de fusil d'épaule. Mais, et on l'a bien vu avec Mitterrand. Vous êtes d'accord avec Edgar Faure qui disait non, ce n'est pas moi qui sens, c'est le vent. Oui, je sais. Non, un homme politique peut changer de politique, mais il faut qu'il ait l'honnêteté intellectuelle, parce que les gens ne sont pas des cons, de dire je me suis trompé. Ah, mais écoutez, la grandeur de la démocratie, ce sera le jour où les politiques diraient on a fait ça, je change. Voilà, on s'est trompé. Et là, les peuples les créditeront davantage. Bon, alors, on va rester là, puisque je pense qu'il y a un peu un accord général. Il nous reste 10 petites minutes pour aborder un secteur sur lequel Nicolas Sarkozy n'a pas fait de reculade, c'est la justice. Après la réforme judiciaire dont on sait l'appui qu'il a trouvé dans la magistrature et les soucis de Rachida Dati, il vient d'annoncer la disparition du juge d'instruction. Alors bon, on a envie de dire, cette disparition du juge d'instruction, ça vous paraissait inéluctable? Depuis quelques années, il était en butte à de nombreuses critiques. L'affaire Doutreau a révélé qu'un juge d'instruction pouvait être quelqu'un qui, instruisant à charge ou à décharge, instruisait plus souvent à charge qu'à décharge. Et puis alors moi, je suis un peu désagréable comme garçon, j'aime bien poser des questions qui démangent. Les juges d'instruction, ils ont bien embêté les élites, qu'elles soient économiques ou politiques ces dernières années. Est-ce que là, il ne faut pas chercher une raison de ce qui est en train de se passer, Wallace Cottard ? Avant de parler du fond, je reviens sur la méthode et la méthode Sarkozy finalement. Ce qui illustre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a eu l'affaire Doutreau, il y a eu derrière des commissions parlementaires, et une discussion générale, des débats intéressants d'ailleurs, partagés par le... Parce que c'est compliqué. Ensuite, il y a eu une loi sur la justice qui prévoyait des pôles d'instruction. Et alors que cette loi-là est en train de se mettre en place, et que le ministre chargé de ce secteur était même absent puisqu'il sortait d'une maternité,
hop, il annonce, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, Je fais ce une que je veux. accélération Je fais des ce que choses je veux quand je qui veux. fait que Mais finalement, c'est la tout le monde Cinquième est, République. tout le monde est Non, désavoué. non, tout le monde est alors, désavoué. Est-ce qu'il faut prononcer le mot de Bonaparte? Reprochez déjà ça au pouvoir personnel du général de Non, mais Gaulle. attends, enfin, De Gaulle, c'est pas Attendez. Sarkozy en Mais matière on est de destin d'accord, on politique. est d'accord, on est d'accord. Donc, Mais On va on laisser défend Wallace pas. Cotra. Ouais, Est-ce ce que je veux dire. que Mais on est Wallace d'accord. Cotra a le chic pour provoquer les tensions et les réactions? Non, mais je Alors, disais est-ce ça que sur le. Wallace Cotra Attends, est général. terminé Je disais ça sur la, pacificateur. je disais ça sur la méthode et puis la stratégie, mais sur le fond, c'est vrai que moi je suis pas un spécialiste de ce secteur-là, mais comment dire le pendant de cette réforme-là, c'est l'indépendance. Voilà. De quoi, du parquet du parquet. Bah, mais oui, mais je sais pas, non, pas forcément. Mais dans son discours, il n'a rien dit de ça. Donc finalement, ça, avant même qu'on rentre dans le détail de, ça jette une sorte de suspicion, d'impartialité, de politisation, de tout ça. Et je crois que Au lieu de traiter c'est de dommage. dossier C'est dommage sur le techniquement, fond. si j'ose dire. Nadir Djenad veut la Effectivement. parole. Alors, Il nous reste 6 minutes, me si on a dit-on bien dans mon compris, oreillette. si on a bien compris le président de la République, le juge d'instruction sera remplacé par un juge de l'instruction qui contrôlera les enquêtes mais ne les dirigera plus. Et qui dépendra du parquet. Et qui dépendra du Ce qui parquet. n'est Les pas le cas enquêtes aujourd'hui. dirigeront du parquet. Voilà, exactement. Pas le Mais juge. tout indique que ce magistrat donc sera un magistrat du parquet. Non, Donc, du siège. du parquet. Ah, j'ai pas compris ça. Parce que Alors, si Le juge de l'instruction, le juge de c'est un magistrat du siège pour moi. Non, un magistrat du parquet. Non, Si j'ai non, bien tout compris, indique que ce c'est sera comme un ça que j'ai magistrat compris. du Du parquet. parquet, du parquet. Bon, Cela veut bref, dire- on cela va veut dire- laisser cette bon, ambiguïté. Cela veut dire que problème. les enquêtes, Ouais. cela veut dire J'ai que pas les compris enquêtes ça. sensibles en matière Économique, financière, en financière. matière de terrorisme, en matière de santé, seront confiées donc directement au ministère de la Justice. Oui. Hein, si on veut Oui. schématiser. Ah oui, tout ça. puisque- Et c'est pour puisque- ça qu'on entend voilà. beaucoup de magistrats et D'avocats, dont de Eva Joly magistrats dire protestés. que finalement Même Eva Joly, cette oui, réforme, si je veux si dire. elle était menée à bout, donc va mettre fin à la dépendance de la justice. D'autant que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai lu quelque part que la diffamation deviendrait non plus dans le droit pénal, mais dans le droit civil. Hmm. Jusqu'ici, qui était condamné pour diffamation était condamné au pénal. Il sera condamné plus qu'au civil. alors moi, je- Éric Zemmour, moi, je voudrais- Dominique Volton, excusez-moi, mais je fais tourner la parole en essayant d'être équitable. Laissez-vous le chef. Je vous remercie, Dominique, c'est gentil. Alors, Le j'essaie café, d'être- c'est pour moi. Je vais essayer d'être rapide. Effectivement, il y avait le juge d'instruction était un peu condamné. Vous savez que dans beaucoup de pays d'Europe, Ça a dû vous faire verser des larmes. Mais oui, bien sûr, Avec une Napoléon instruction napoléonienne, Ier. évidemment. Mais vous savez bien que l'Europe n'existe pas quand même. Ah, mais, enfin. On va laisser, absolument, on va mais laisser notre ami Mais c'est quand même Zemmour parler. le comparatif est Ah oui, intéressant. mais si. Oui, alors Les Allemands et les Et c'est lui Italiens qui dit ça avaient, maintenant, alors Ben, qu'il mais moi, n'arrête de le toujours, répéter. toujours. on laisse faire Éric Zemmour, s'il vous avaient plaît. abandonné ce système-là. Non, mais ça fait réfléchir. Moi, spontanément, effectivement, vous avez raison, j'étais favorable au juge d'instruction pour une raison fondamentale. C'était que le système anglo-saxon de contradictoire, qui respecte effectivement plus peut-être la liberté et l'indépendance, était aussi très inégalitaire. C'est-à-dire que seuls ceux qui avaient les moyens de se payer des comptes rencaillés par les avocats, Par des voilà. avocats. Vraiment, le principe même du système anglais et américain, c'est l'inégalité. Le système français est quand même plus égalitaire. Ah ouais, Maintenant, plus il avait équitable. atteint ses limites pour deux raisons, à mon sens. Vous l'avez dit, pas à charge et à décharge, il n'arrivait plus cette schizophrénie. Les juges d'instruction bon. savaient plus s'il était Voilà, à charge et ou à deux- décharge, et alors qu'ils deux- devraient faire les deux, normalement. Et deuxièmement, les juges dont vous parlez, qui ont embêté les élites, il faut bien voir que on les a glorifiés pendant quelques années, mais c'était une idéologie très simple. Ils étaient fascinés par les fameux juges rouges des années Italiens. 70. Non, des juges rouges des années 70, comme Pas le les juge juges Pascal. italiens de mais- Il y en a eu manipuler. 5 il le- maximum. mais il le Les disait- juges rouges, il y en a eu 5 Non, mais maximum. non, je me suis mal exprimé, Dominique. Bon, quand même. Je dis que ces magistrats d'aujourd'hui étaient fascinés par les juges rouges des années 70. Ils le disaient eux-mêmes. Moi, j'ai écrit un livre sur eux, je les ai interviewés. Donc, Bon, bah, ils ils n'étaient le- pas nombreux, hein. ils le- Bah non, ils étaient 4-5, mais c'est eux qui ont Ça eu doit toutes être un les petit affaires livre, hein. politiques. Faut quand même reconnaître Dominique Volton qu'on a entendu les mêmes noms pour cette classe politique. Non, mais voilà. Donc, ces les juges rouges, élus. je parle des années 70. Hein. Ouais. C'est-à-dire le juge Pascal qui mettait Allez, le il nous reste notaire 4 de minutes gouvernement. d'émission. Bon, Et donc je je peux pas finis. parler. Il finit. Il a dit qu'il allait finir. Je Écoutez-le. finis. Il bénéficie d'un traitement de faveur constant, monsieur. Je trouve Quelle paranoïa. que c'est un procès d'intention à Non, mon c'est égard pas tout à fait inacceptable. Bon, on Donc, conclut avec donc, les mots. Je Sur les finis connivences simplement. affectives. Je finis simplement. Je voudrais dire que donc cette réforme était inéluctable et que maintenant il faut éviter deux écueils. Un, ce que j'ai dit pour les inégalités. Je crois, qui me paraît le plus Système important, anglo-saxon à au-delà éviter. de l'indépendance, etc. Et le deuxième Parce que écueil j'ai lu justement sur l'indépendance. Moi, je suis contre l'indépendance du parquet. Je vous dis ça en un mot parce que le parquet ne tient sa légitimité que parce que il est soumis
à la politique. Exactement, il est le parquet, et que donc il est soumis au pouvoir élu démocratiquement. Sinon, il n'a plus de légitimité. Dominique Volton, c'est à vous de conclure avec la concision dont on vous sait l'habitude. Écoutez, on peut pas. Alors, quand je parle vite, bon, bref, je vais sur le fond. Je pense effectivement qu'il ne faut pas se tromper. La légitimité du parquet, je suis d'accord, c'est le représentant de l'État et de la société. Et moi, je trouve que c'est fondamental à préserver. Voilà. C'est gribouille de croire qu'on peut se. Je préfère un système qui dit nettement les choses qu'il ne les dit pas. Sur le fond de l'affaire, dire il faut qu'on s'aligne sur les uns et les autres, c'est stupide comme position. Non, je ne parle pas de ça. Un des logiques, c'est de dire regardons les autres droits, et puisque les autres pays font ça, on devrait faire pareil. C'est ridicule parce que d'abord, les traditions nationales sont fondamentalement dans le rapport entre la souveraineté et l'indépendance. Bon, donc, et si je puis dire, si on défend le pluralisme culturel, il faut aussi le défendre dans le modèle de justice. Donc il n'y a pas, a priori, un modèle, il faudrait qu'on se rapproche. On a notre génie français, nos défis français, nos défauts. Bon. Deuxièmement, la question principale, avant les inégalités, je crois quand même c'est la crédibilité, donc la légitimité de la justice. Et c'est vrai que le procès d'intention va immédiatement être fait, que la suppression de ce type de juge d'instruction, c'est quand même quelque part un moyen de lisser les puissants. Or, il faut quand même savoir que la démocratie n'existe que s'il y a un minimum de confiance à l'égard de la justice, et si on pense que même s'il y a beaucoup plus d'injustice pour les pauvres que pour les riches, hélas, si on veut vraiment aller, et comme aujourd'hui tout se voit, avec l'information, il faudrait quand même qu'on garantisse que les puissants seront quand même punis, vu qu'on les punit pratiquement jamais. Donc, à mon avis, le cœur, il est quand même à la fois dans l'indépendance de la justice et dans la question des inégalités. Et donc, par rapport, je reviens sur la fin du style de Sarkozy. Le défaut de cet homme, il est grave en politique parce qu'il aura le boomerang, c'est qu'il n'attend pas que la société soit mûre sur des débats. Il s'imagine que c'est à lui Zorro, comme ça, sur des sujets sur lesquels il n'a pas de compétences particulières. Parce que c'est pas 3 sujets, c'est 20 sujets en 14 mois ou en 18 mois. Mais c'est pas parce que vous êtes élu pour un tout petit mandat de 5 ans que vous avez le droit de changer tout dans une société. Vous permettez, et de vous imaginer que parce que vous êtes élu pour un petit mandat de 5 ans ou de 6 ans, même si vous en avez 2, vous avez le droit de tout changer dans la société, que les autres avant vous n'ont rien fait, que la société ne vaut rien sans vous, et que vous avez l'autorité et la légitimité pour tout changer. C'est un débat de fond, parce que si vous voulez, l'école ou la justice ou la santé ou la recherche, ce sont des fonctions collectives qui n'appartiennent pas à un président de la République. Ce sont des fonctions collectives qui appartiennent à la société dans son ensemble. Oui, aux politiques qui peut changer, oui, aux politiques qui bousculent, oui, aux politiques qui initient, mais vous ne pouvez pas systématiquement vous imaginer que parce que vous êtes élu pour un petit nombre d'années, vous avez le droit de faire ce que vous voulez quand vous voulez sans rendre des comptes. C'est un seul point sur le sujet. Non, un seul point, Dominique, un seul point. Non, mais un seul point sur le sujet de juge. Non, c'est pas un point important. Oui, il faut rappeler un point qui me paraît important, c'est que les affaires pénales où intervient le juge d'instruction représentent que 5% des affaires pénales. Ça relativise notre discussion. Par contre, pénaliser ce que vous avez signé, faire passer la diffamation, ça c'est vrai que c'est un vrai problème aussi. En droit civil. Oui, on en parle. On parle que la diffamation ne soit plus en droit pénal, mais en droit civil. Et le risque qui est derrière tout ça, vous savez, c'est le risque du système américain qui n'est vraiment pas bon, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation de la société. C'est-à-dire, derrière chaque citoyen, il y a un lawyer, un avocat, et donc par conséquent, on ne peut plus rien faire parce que psychiatre à main gauche, lawyer à main droite. Psychiatre à main droite, avocat. C'est un modèle de société complètement fou. C'est le modèle américain. C'est le modèle schizophrène des États-Unis. Voilà. Et moi, en tant qu'Européen, et Français notamment, j'ai pas parce qu'ils ont envie de vivre comme ça. Bon, alors, je pense qu'on va finir sur cette note-là. Merci de votre fidélité. Vous avez vu, 2009 commence à ressembler à 2008, mais c'est pas ce qu'ils ont fait, Éric Zemmour et Dominique Volton. Aujourd'hui, ils étaient presque d'accord. Ça doit être le temps des étrennes. Voilà. À la semaine prochaine.